Souleymane Niang. Le présumé trafiquant d'armes arrêté hier à Touba est toujours en garde à vue dans les locaux du commissariat de Gouimbinde. L'enquête se poursuit et il y a eu d'autres arrestations dans le cadre de cette enquête. Détail avec notre correspondant à Touba, Marema Diop, que nous allons retrouver dans un instant. En attendant, dans l'affaire opposant l'Association pour la défense du littoral et la promotion de la Corniche Ouest et Pierre Goudiaby Atepa, d'une part, et Madame Abindour et d'autre part, les plaidoiries qui étaient prévues ce matin devant le tribunal de grande instance de Dakar ont été renvoyées encore une fois sous huitaine. C'est l'avocat de la défense qui a demandé ce report. Et puis c'est confirmé, le ministre de la Justice, Maître Malick Sall, va recevoir les responsables du Sud-Just cet après-midi à 17h pour discuter de leurs revendications. La rencontre va se tenir en présence de la présidente du Haut Conseil du dialogue social et du secrétaire général de l'UNSAS, Madame Bassok. C'est au moment où le Sud-Just a entamé aujourd'hui une nouvelle grève de 72 heures. Les travailleurs de la justice réclament l'application du protocole d'accord signé avec le gouvernement en 2018. Retour sur le présumé trafiquant d'armes arrêté ce week-end à Touba. Il est toujours en garde à vue dans les locaux du commissariat de Gouimbinde. L'enquête se poursuit et il y a eu de nouvelles arrestations dans le cadre de cette enquête. Détail donc, Marema Diop, que décidément, nous n'arrivons pas à avoir. Évoquons maintenant le règlement extrajudiciaire des litiges qui peuvent opposer des justiciables, qu'elles soient personnes physiques ou personnes morales. Par exemple, le litige foncier à Ndengler. Pourquoi la médiation de maître du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, n'a pas donné grand-chose. Les populations ont refusé la proposition du PDG de Sidima qui leur proposait de leur prêter une partie des terres en question. L'ancien médiateur dans le TER explique les faiblesses de la démarche d'Aly Ngouille Ndiaye et pointe la bonne méthode. Mohamed Ali Mouba. Une médiation, pour être efficace, a besoin de discrétion. Mais avant tout, il faut que le médiateur soit accepté par toutes les parties. Ancien médiateur des impactés du TER et ancien directeur de Office Band, Boubacar Ba, explique la bonne démarche. Parce que l'État ne peut pas être juste et parti. Aujourd'hui, ce dossier-là concerne l'État, Boubacar Ngom et les populations de Ndengler. Et je crois que l'État devait trouver des facilitateurs locaux, des facilitateurs qui pourraient être acceptés par toutes les parties. Ensuite, il faut de l'écoute, bien écouter toutes les parties en vue de recueillir les préoccupations des uns et des autres. Et une fois que cela est fait, maintenant, entamer des négociations, puisque se lever un beau jour, aller dans la zone de Ndengler et de faire une proposition directe, c'est au fait, quelque chose heurter la conscience. Et même ça donne l'impression que c'est un mépris à l'endroit de ces populations-là. C'est sur la base de ces préoccupations qu'il faudra créer une commission de conciliation en vue d'engager le dialogue futur autour d'une même table. Boubacar Ba. Il faut les amener en conciliation. Écoutez, vous, voilà, c'est vrai, c'est votre terre. Mais aujourd'hui, l'État ou tel a besoin. Voilà ce qu'il vous propose. Il faut d'abord que ces propositions-là faites soient agréées par les bénéficiaires, qu'ils disent, écoutez, d'accord, qu'est-ce que je gagne en retour là-dessus sur le plan économique, sur le plan social, mais sur le plan aussi conservation de mon patrimoine. Ou est-ce que on va m'affecter, on va me donner de nouvelles terres ailleurs. Voilà les procédures qu'il faut utiliser. Il faut que chacune des parties se sente impliquée et que chacune des parties s'y voit, s'y retrouve. Et c'est ça la logique. Selon Boubacar Ba, il faudra passer par des facilitateurs. Mais pour être efficace, ces derniers doivent être issus de la communauté, des chefs religieux et coutumiers. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps.
Tabaski 2020, c'est demain que la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire va scruter le ciel pour déterminer la date de la fête de l'Aïd el-Kabir. Selon l'imam Omar Diène, membre de la dite commission, la Tabaski sera célébrée le 31 juillet ou le 1er août prochain. Nous l'écoutons au téléphone avec El Haj Ndiogou Diène. Nous ferons l'observation du croissant lunaire mardi 21 juillet à partir de 19h à la RTS, comme d'habitude, pour discuter le ciel, pour voir si le croissant lunaire va apparaître. Si le croissant lunaire est apparu, donc la Tabaski, ce sera le 31 juillet. Si on ne voit pas le croissant lunaire, ce sera le 1er août qui sera le jour de la Tabaski el-Kabir. Nous allons nous réunir demain, ce mardi 21 juillet, donc comme d'habitude à la RTS à 19h, pour scruter le ciel. À une dizaine de jours de la célébration de la Tabaski, l'inquiétude gagne de plus en plus les populations dans le sud du pays. La fermeture des frontières gambiennes pour des raisons liées à la pandémie de Covid-19 contraint les passagers qui doivent voyager dans les deux sens à emprunter la voie de contournement via Tambacounda. Plus de 700 km de calvaire à parcourir en véhicule dans un contexte où les rotations des bateaux restent encore suspendues. Vision citoyenne, une organisation de la société civile basée à Ziguinchor, invite les autorités sénégalaises et gambiennes à s'entendre sur une réouverture temporaire de la transgambienne le temps de la Tabaski. Son coordonnateur, Madia Diop Sané, est avec Lamine Ba. Ce que nous demandons en réalité, c'est que des négociations puissent être faites. Nous voulons que les autorités sénégalaises et les autorités gambiennes rentrent en parfait dialogue pour pouvoir rouvrir la transgambienne, parce que ce serait aisé pour tout le monde d'ailleurs, rallier le nord en passant par la Gambie. C'est moins de distance, moins de kilomètres. Mais rallier le nord ou le sud en passant par Tamba, nous savons que les routes sont accidentogènes et les chauffeurs, nous savons tous que chaque chauffeur devrait venir faire le plein pour venir à Ziguinchor, retourner à Dakar, revenir peut-être dans 2 jours, et nous savons tous qu'ils vont conduire en état de sommeil. Donc nous demandons à l'État du Sénégal et aussi à la Gambie de négocier le plus rapidement possible pour des questions de Tabaski encore. Les autorités sénégalaises et les autorités gambiennes, nous leur demandons vraiment de tout faire pour réouvrir la route, pour réouvrir le pont, sachant aussi que les bateaux ne tournent pas malheureusement. Et nous savons tous que ces populations qui rallient le nord vers le sud ou le sud vers le nord, quand ils partent pour la période de Tabaski, ils emportent avec eux des bagages, beaucoup de bagages d'ailleurs. Et pour les moutons qu'on doit transporter, ça pose problème énormément. Et d'ailleurs, ça va influer aussi sur le prix du transport, sur le prix aussi des moutons pour la Tabaski ici à Ziguinchor. Actuellement, nous avons des problèmes de ravitaillement de moutons parce que c'est dû à cela. Ce contournement-là, tout le monde en parle. Nous pensons que les autorités sénégalaises, en réalité, nous leur demandons de vive voix, de tout faire pour que la Gambie, qui se trouve être un état voisin entre le Sénégal et la Gambie, il n'y a pas de problème. Donc nous pouvons passer par la Gambie et relier le nord, ou pour passer par la Gambie et relier le sud. À Fatick, la gare routière est devenue impraticable et elle est complètement inondée après les fortes pluies d'hier. Face à cette situation, les chauffeurs ont transformé le boulevard principal de la commune en gare routière. Aminata Goudiaby. L'ambiance est peu commune sur le boulevard Macky Sall de la commune de Fatick. Tous les chauffeurs y ont déménagé ce matin. Les eaux des pluies d'hier ont envahi la gare routière de Fatick. Modou Kaba, chauffeur de véhicules de type 7 places, guette d'éventuels clients. Quand nous sommes venus ce matin, nous avons trouvé que la gare routière était impraticable. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Mais vous voyez ici sur le boulevard, les conditions ne sont pas réunies. Vous voyez, nous sommes sous le chaud soleil, avec cette forte chaleur. Les rues qui mènent à la gare routière sont toutes submergées et l'accès impossible pour voyageurs et chauffeurs. Badagay, un autre chauffeur, se plaint. Il y a vraiment beaucoup d'eau. Vous voyez, tout le travail est au ralenti. Vraiment, la situation est désolante. Presque chaque année, c'est le même scénario qui se produit. Ces chauffeurs réclament une solution pérenne à ce problème. Je pense que les autorités doivent réaliser une canalisation digne de son nom. Cela va permettre une évacuation facile de l'eau. Nous avons de sérieux problèmes et chaque année c'est le même problème qui revient. Il faut vraiment que les autorités nous aident. Parce que ça, c'est quand même inadmissible. Informés de l'étendue des dégâts, les autorités municipales de Fatick ont annoncé des investissements pour régler ce problème de façon définitive. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. RFM, partout. Tout le temps.
Éducation avec cet arrêt des cours ce matin à 10h au lycée Seydina Issa Laye ex-LPA. Et cette plainte contre X à l'origine du mouvement d'humeur des professeurs, des insultes proférées à l'endroit du proviseur par des jeunes du quartier qui abritent l'établissement scolaire. Ces derniers ont mal digéré la mesure leur interdisant de jouer au football dans l'enceinte de l'école. Les professeurs étaient en assemblée générale ce matin. Voici Badara Ndiaye, porte-parole de ces professeurs au micro de Salif Sow. On a un problème avec les jeunes du quartier. Vous savez que les jeunes du quartier ont toujours fait le sport dans le lycée. Parce qu'il y a un grand terrain derrière et un terrain de basket. Alors depuis qu'on a repris quand même, l'autre jour, le proviseur leur a trouvé au terrain de basket pour leur demander que désormais quand même, comme on a fait des investissements ici, et puis il y a les cours, il y a les élèves qui viennent réviser, mais le soir, aller jouer sur le terrain, le terrain qui est derrière. Parce qu'il y a un problème d'espace, on comprend. Les jeunes font le sport ici. Ils ont refusé les jeunes et ont préféré des insultes contre le proviseur. Dimanche dernier, ils sont revenus parce qu'ils disent que le lycée, c'est le lycée pour tout le monde, mais ils vont jouer quand ils voudront. Et donc, ils sont venus le dimanche assiéger la maison du proviseur qui habite dans le lycée. Heureusement, le proviseur n'était pas là pour dire au proviseur qu'ils vont jouer par force. Aujourd'hui, on a décidé d'arrêter les cours quand même pour marquer notre désaccord. Et nous avons dit au proviseur de porter plainte. Parce que nous sommes dans une école, c'est un lieu d'éducation, il y a des choses qui sont inacceptables. On ne peut pas permettre que des jeunes viennent imposer leur loi dans le lycée, c'est impossible. Donc voilà ce qui a fait qu'on a décidé aujourd'hui de faire arrêt des cours et nous sommes en train de faire une AG pour décider un peu de la conduite à suivre. À Kolda, les élèves saluent les modalités fixées par le ministère de l'Éducation nationale pour les classes intermédiaires. Aucun élève ne sera exclu et ceux qui auront une moyenne de 4,5 sur 10 pour l'élémentaire et de 9 sur 20 pour le secondaire passeront en classe supérieure. Des élèves de Kolda considèrent cette décision comme logique et salutaire. Abdoulaye Diallo. La décision de l'État de faire passer les élèves des classes intermédiaires avec des moyennes de 4,5 pour l'élémentaire et de 9,5 pour le moyen et le secondaire, des élèves de Kolda pensent que cette décision est acceptable. Pélier Diallo, élève en classe de 3e au collège Saint-Benoît de Kolda. Je peux dire que c'est acceptable pour les autres élèves, pour les permettre aussi de passer et de continuer, surtout les élèves en classe de 4e et CM1, parce que l'année prochaine, ils seront dans des classes d'examen. Bonjour, je m'appelle Diara Diallo, élève en classe de 3e au collège Saint-Benoît de Kolda. Pour moi, cette année, une moyenne de 4,5 pour l'élémentaire, c'est bien. Et moyenne de 9 de la 6e à la 3e, je pense aussi c'est bien. Selon ces élèves, à cause des bouleversements causés par la pandémie de la Covid-19, il sera très difficile pour les académies de faire redoubler tous les potages qui seraient en deçà de cette moyenne. Car à cause de cette pandémie-là, on ne peut pas faire redoubler tous les élèves. Une moyenne de 4 pour l'élémentaire, pour moi c'est suffisante. Une moyenne de 9 pour les autres élèves. Je pense aussi que c'est acceptable. Pour une première fois, car la pandémie-là a bouleversé tous les États du monde, on pourrait dire. Moi, je ne suis pas contre de ça. Une pareille décision est favorable dans certaines localités, comme à Kolda, où par endroit, près de 80% des enseignements apprentissages ont été mis en œuvre. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. RFM, fréquente modulation, 94.0, la radio en puissance. RFM. Souleymane Niang. Je vous le disais dans les titres, le présumé trafiquant d'armes arrêté hier à Touba est toujours en garde à vue dans les locaux du commissariat de Gouimbinde. L'enquête se poursuit et il y a d'autres arrestations dans le cadre de cette enquête. Détail avec notre correspondante à Touba, Mariama Diop. L'enquête sur la saisie d'armes à Touba avance à grands pas. De nouvelles arrestations ont été faites hier nuit par des éléments du commissariat de Gouimbinde et de la sûreté urbaine. Ces derniers, dépêchés spécialement de Dakar pour participer à l'éclatement de la vérité dans cette affaire qui secoue la ville sainte de Touba. Selon nos informations, il s'agit d'un vaste réseau de trafic et de vente d'armes à feu dans la ville. Le cerveau a été interpellé samedi aux environs de 19h à son domicile à Madiana 2. Il est actuellement dans les locaux du poste de police de Gouimbinde où il est interrogé. Pour rappel, 110 armes à feu ont été saisies par les policiers, dont 71 fusils et 807 munitions. L'enquête se poursuit. Mariama Diop, Touba,
RFM. Ici à Dakar, les riverains de la baie de Hann se réjouissent du démarrage des travaux de dépollution annoncés pour le mois d'août. Toutefois, ils demandent une solution au problème du canal 6 où des déchets solides sont déversés tous les jours. Mbakesek, qui est membre du collectif pour la défense des intérêts de Hann Yarach, était l'invité de RFM Matin. Le directeur général de l'ONAS a affirmé récemment que les travaux de la dépollution de la baie de Hann vont démarrer au mois d'août. Nous l'attendons avec impatience parce que depuis 7 ans, on nous annonce que les travaux allaient démarrer au mois de décembre, mais nous n'avons pas fait le pas qualitatif que nous avons fait au mois de mai dernier, c'est-à-dire la signature avec l'entreprise attributaire des travaux, l'entreprise allemande. Donc c'était un pas extrêmement important entre l'ONAS, les bailleurs de fonds et l'entreprise attributaire. Nous, population, nous continuons à attendre le démarrage des travaux pour le mois d'août. Enfin, si vous y croyez? Nous y croyons depuis le début parce que la baie de Hann, c'est l'amélioration de notre cadre de vie dans la qualité des eaux parce que des millions de mètres cubes d'eau usée sont déversés journalièrement et la mer est tapissée d'ordures qui nous viennent du canal 6. Donc nous voulons que cela cesse. Le projet d'assainissement de la baie de Hann est un projet juste pour l'assainissement liquide, mais les ordures qui sont en mer et qui continuent d'exister et de tapisser la plage, nous voulons un projet complémentaire pour que effectivement la baie de Hann retrouve son lustre d'antan. Parce que si nous réussissons à recycler toutes ces eaux usées, il nous restera des millions de tonnes d'ordures qui tapissent la mer. Qu'à chaque fois qu'il y a tempête, l'océan fait sortir ces ordures qui tapissent la mer. Le 5 juillet dernier, nous avons sorti de la mer 148 pneus sur une distance de 800 mètres. Et il en reste encore des centaines et des centaines de pneus dans la mer. Avant de refermer cette page nationale, le point du jour de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal, encore des cas et des cas de décès. Le point avec le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 639 tests réalisés, 138 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 21%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 97 cas contacts suivis par nos services, 41 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Mbao 5, Ouest Foire 3, Saint-Louis 3, Ziguinchor 3, Mermoz 2, Thiadiaye 2, Parcelles Assainies 2, Yoff 2, Almadies 1, Avenue Lamine Gueye 1, Bignona 1, Colobane 1, Diamniadio 1, Diourbel 1, Gibraltar 1, Guédiawaye 1, HLM 6 1, Joal 1, Kaolack 1, Liberté 2 1, Liberté 6 1, Mamel 1, Nioro 1, Nord Foire 1, Rufisque 1, Touba 1 et Yombol 1. 54 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 34 cas sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce dimanche 19 juillet 2020. L'état des autres patients est resté stable. 8 948 cas ont été déclarés positifs, dont 6 002 guéris, 170 décédés et donc 2 775 sous traitement. Pour finir, un mot sur la distribution de kits alimentaires aux ménages vulnérables dans le cadre du programme de résilience économique et sociale Force Covid-19. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale fera le bilan de la campagne ce mardi. Ce sera à l'occasion d'un déjeuner de presse à l'invitation de Mansour Faye. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Georges Détié-Diop. Rebonjour Souleymane. La crise malienne d'abord, la contestation a rejeté les offres de médiation de la CEDEAO. Le M5 n'a pas accepté le plan de sortie de crise de la CEDEAO. Les experts de l'organisation sous-régionale ont proposé la formation d'un gouvernement d'union nationale et le règlement du contentieux électoral. La CEDEAO recommande aussi la mise en place d'une enquête pour déterminer les responsables des tirs contre les manifestants et de la destruction d'édifices publics lors des récentes mobilisation de l'opposition, des heurts qui ont fait
11 morts. L'opposition n'a pas obtenu la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta qu'elle souhaitait. Elle a donc fait savoir son désaccord avec le plan de sortie de crise de la médiation. Le M5 s'est élevé contre l'argument qui a été avancé par la CEDEAO, selon lequel demander la démission du chef de l'État n'est pas constitutionnel. Selon la contestation, c'était bien la CEDEAO qui avait obtenu la démission de l'ancien président Amadou Toumani Touré. En Guinée, le Front national de défense de la Constitution dans la rue ce lundi. Une marche pour réclamer la démission du président Alpha Condé. Abdoulaye Oumoussou, chargé de la communication du FNDC que nous avons joint tout à l'heure à Conakry. L'objectif principal de la marche est de demander le départ de M. Alpha Condé, d'autant plus qu'aujourd'hui, vous savez que nous sommes dans un pays de non-droit et la haute cour de justice qui devrait, devant laquelle il devait passer pour être jugé n'est pas mise en place par son refus, parce qu'il y a eu une ordonnance de la Cour constitutionnelle qui avait ordonné depuis 2018 la mise en place de cette haute cour de justice. Et M. Alpha Condé ne fait qu'accumuler les parjures et nous n'avons pas de juridiction où nous pouvons le traîner. C'est pourquoi nous demandons désormais son départ pour que le peuple puisse recouvrer sa souveraineté et que nous ayons des institutions aussi indépendantes. Depuis la nuit déjà, la terreur des forces de défense et de sécurité avait commencé dans les quartiers. Ils allaient tirer un peu partout avec des tirs de sommation, ce qui a révolté les citoyens qui ont commencé à sortir depuis 3 heures du matin. Mais très malheureusement, ce matin, il y a eu une forte pluie aussi qui s'est abattue sur la capitale, mais la pluie a commencé à cesser et les gens ont commencé à reprendre la rue. Le M5 au Mali vous aurait-il inspiré? Disons plutôt que le Mali s'est inspiré de la Guinée parce que la lutte citoyenne a commencé en Guinée et je pense que jusque-là, nous la menons à notre stratégie et chaque pays a ses réalités. Parlons maintenant de l'épidémie de coronavirus. Le Maroc passe à partir d'aujourd'hui à la 3e phase de son plan de déconfinement. Les moyens de transport interurbains peuvent être remplis à hauteur de 75% de leur capacité. Les établissements touristiques à 100%. Cependant, le pays se veut encore prudent quant à l'ouverture totale de ses frontières. Les explications du ministre marocain de la Santé, Khalid Aït Taleb, au micro de Khadim Bay. Personne ne peut vous dire aujourd'hui quel serait le meilleur moment pour ouvrir. Ça dépendra de la stabilité. Et vous savez comment on peut évaluer la stabilité? Il ne suffit pas d'avoir une stabilité sur 2 jours, 3 jours. La stabilité du virus du Covid-19, elle s'évalue sur 14 jours. Et c'est la raison pour laquelle vous avez dû entendre à l'échelle internationale, on parle de la 14e, parce qu'on ne peut bien sûr évoluer que par 14e. Et donc, avant bien sûr d'évaluer sur 14 jours, on ne peut pas décider tout de suite. Mais nous travaillons dessus. D'ailleurs, le fait d'avoir permis bien sûr à certains voyages qui sont exceptionnels, c'est déjà une brèche sur l'ouverture frontalière. Et donc, on espère que ça évoluera dans le bon sens pour qu'il y ait une ouverture à l'échelle planétaire et que la vie redeviendra à la normalité et que tout le monde puisse bien sûr jouir bien sûr des bons moments de la vie. Et merci beaucoup. Au Canada, le chef politique du Bloc québécois se lave à grande eau. Yves Blanchet est accusé d'inconduite sexuelle, affaire qui remonte à 1999. Mamadou Aïchandiaï. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a nié catégoriquement les allégations et les accusations d'inconduite sexuelle qui le visent. Selon le responsable politique, il n'exclut pas de porter plainte vers les tribunaux pour protéger sa dignité. Il a tenu une conférence de presse cet après-midi à Ottawa pour réaffirmer ne jamais avoir les comportements qui lui sont prêtés. Jamais, selon Yves-François Blanchet, je n'aurais posé de tels gestes. C'est profondément contraire à tout ce que je suis. J'en serais incapable. Les allégations, anonymes sur les réseaux sociaux, sont une pratique dangereuse, dira le responsable politique très bien placé lors des dernières législatives derrière le parti de Justin Trudeau. Visiblement atteint par ces allégations, le responsable du PQ tente de laver son affront. Ici Montréal, Mamoudou Aïchandia, Radio Futur Média. Et c'est la fin de cette page internationale, Souleymane. Merci Georges Déthié-Diop, il est 12h26. RFM Sport. La synthèse de l'actualité sportive avec Sodetiam. En Angleterre, c'est la suite de la 37e journée avec Sheffield United qui va accueillir Everton. Brighton face à Newcastle. Wolverhampton va recevoir Crystal Palace. La 4e place de Leicester, qualificative pour la Ligue des Champions, est menacée par Manchester United après la défaite des Fox hier sur la pelouse de Tottenham. Alors, une victoire ou même un match nul pour Manchester United contre West Ham après-demain et la 4e place est assurée pour les Red Devils. Touché à l'issue
janvier, pendant la crise sanitaire, Harry Kane a réalisé un retour tonitruant avec 6 buts en 8 matchs depuis la reprise, dont 2 doublés lors de ses 2 dernières sorties contre Newcastle et contre Leicester hier. Des performances qui permettent à son équipe, 6e de la Première Ligue avec un match d'avance, d'espérer se qualifier pour la Ligue Europa. Par contre, Arsenal, en fâcheuse posture 10e de la Première Ligue, pourrait ne pas se qualifier pour une compétition européenne pour la première fois depuis la saison 1995-1996. Pour son entraîneur qui doit encore affronter Aston Villa et Watford en championnat et Chelsea en finale de la FA Cup, l'issue ne sera pas fatale en vue du mercato. Selon Mikel Arteta, les joueurs veulent toujours venir à Arsenal. Watford se sépare de son entraîneur après Quick Sanchez Flores limogé en décembre et Gracia remercié 3 mois plus tôt. Personne est le 3e technicien consommé cette saison par Watford et c'est un record d'instabilité en Angleterre. 17e à 3 points de la zone de relégation, Watford craint pour son maintien. En Espagne, quelques jours après les mots forts de Lionel Messi juste après la défaite de Barcelone contre Osasuna, le club catalan s'est largement imposé hier contre Alaves 5-0 lors de la dernière journée de la Liga. Après cette rencontre, l'entraîneur du club catalan a répété qu'il se sentait toujours autant soutenu par le club et par son vestiaire. Lionel Messi a terminé meilleur buteur et meilleur passeur du championnat d'Espagne, ce qui ne le consolera pas d'avoir perdu le titre au profit du Real Madrid. Le champion de la Liga a fait un match nul hier lors de la dernière journée. L'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a souligné l'importance de prendre quelques jours de repos pour pouvoir se concentrer ultérieurement sur la Ligue des Champions. Et puis, grâce à sa victoire contre l'Athletic Bilbao 4-0 et au faux pas de Getafe et de Valence, Grenade s'est qualifié hier pour le tour préliminaire de la Ligue Europa. Une première pour ce club. En Italie, c'est la suite et la fin de la 34e journée avec une seule rencontre. Juventus qui va accueillir Lazio Rome. En France, tout va très vite à l'AS Monaco qui a limogé son entraîneur Robert Moreno samedi. Le lendemain, c'est-à-dire hier, Niko Kovac est devenu le nouvel entraîneur de Monaco. Il va même diriger ce lundi sa première séance d'entraînement. Accueillons à présent Youssouf Bodian pour l'actualité de la pandémie de Covid-19 à travers le monde. Coronews. Avec 3 nouveaux décès, le Sénégal a franchi la barre des 170 morts liés à la Covid-19, soit 10 patients qui ont perdu la vie entre vendredi et dimanche. Sur le continent, l'Afrique du Sud, le pays le plus touché par le coronavirus, a dépassé la barre des 5000 morts. En 24 heures, le pays a enregistré 85 nouveaux décès et 13 449 infections. Au total, l'Afrique du Sud dénombre 364 328 cas de Covid-19. Et pourtant, le pays n'a pas encore atteint le pic de la pandémie qui est attendu dans les prochaines semaines, selon le ministre sud-africain de la Santé. Au Zimbabwe, plus de 100 000 personnes ont été arrêtées pour infraction aux mesures de confinement en place depuis fin mars. Au cours du week-end dernier, au moins 1000 Zimbabwéens ont été arrêtés pour déplacements non nécessaires ou pour n'avoir pas porté un masque. Au Zimbabwe, l'État exige une quarantaine de 3 semaines dans un centre géré par le gouvernement à toute personne de retour d'un déplacement à l'étranger, mais selon la police, un total de 266 personnes s'en sont déjà échappées. Les détenus égyptiens, quant à eux, sont toujours confinés dans les prisons surpeuplées. Là-bas, de multiples infections et au moins 14 décès ont été enregistrés selon un rapport de l'Organisation de défense des droits humains Human Rights Watch qui dénonce le manque de soins médicaux et l'absence d'accès aux tests dans les prisons égyptiennes. Non loin des pyramides, en Tunisie, le ministre du Tourisme a accueilli ce week-end les touristes d'un premier vol charter après un arrêt de 3 mois dû au nouveau coronavirus. Il s'agit de 155 touristes français, allemands et luxembourgeois. La Tunisie a pris avec succès des mesures drastiques pour circonscrire la pandémie qui a fait 50 morts parmi les 1374 personnes contaminées dans le pays. Le coronavirus qui continue sa propagation avec un nouveau record du nombre de contaminations dans le monde en 24 heures. 259 848 nouveaux cas de coronavirus signalés à l'OMS entre samedi et dimanche. Le record précédent avait été établi vendredi dernier avec 237 743 nouveaux cas en 24 heures. Les États-Unis, pays le plus touché, enregistrent 63 872 nouveaux cas pour 514 décès au cours des dernières 24 heures. Le total des morts au pays de Trump atteint désormais les 140 474,
pour 3 762 081 cas de Covid-19. Également, un nouveau record quotidien de cas en Inde. Le pays a recensé 40 425 nouveaux cas de contamination au cours des dernières 24 heures, portant le total des cas confirmés à 1 118 043. Parmi eux, le pays déplore désormais 27 497 décès. Et puis le gouvernement britannique a annoncé ce lundi un accord portant sur 90 millions de doses de 2 vaccins en cours de développement contre la Covid-19, celui de l'alliance germano-américaine BioNTech-Pfizer et du laboratoire français Valneva. Précédemment, d'autres accords ont été signés avec le groupe britannique AstraZeneca pour 100 millions de doses du vaccin que développe l'université d'Oxford, considéré comme parmi les plus prometteurs dans le monde. RFM reportage. Notre reportage Tabaski du jour nous amène dans le monde virtuel avec la vente de moutons en ligne. Simple effet de mode ou marché en pleine croissance, la réponse est tout sauf binaire. Salimata Ao. Serigne Fallou est artiste, reconverti en éleveur en cette période de Tabaski. Avec la pandémie du coronavirus, il s'est investi dans la vente en ligne de moutons. Un commerce sans affluence pour le moment, confie-t-il. Ça va quoi, les ventes en ligne, on reçoit pas mal de contacts. Ils nous appellent, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore de vente. Je pense que la confiance n'est pas encore totalement installée. Mais ça va quand même. Ils nous contactent, ils nous disent le budget, mais il n'y a pas encore de vente. Il n'y a pas encore de vente. Mais ça va quand même. L'heure est au marchandage. Certains se déplacent quand même, mais promettent toujours de revenir. Mais les clients, ils juste pour avoir connaissance du prix, pour savoir le prix, mais il y a un client potentiel qui est pour jënd. Peut-être la semaine prochaine, Inch'Allah, peut-être mën changer wala semaine bii nii ñu dugg nii peut-être mën changer fii ak weekend bi peut-être dina am lu changer xam nga client bi ngay kiiwal prix mooy client bi nga xam ne dafay taxaw pour dëggal boppam. Avec la pandémie du coronavirus, la vente en ligne a sauvé beaucoup de commerçants. Reste à savoir si cela va marcher avec les éleveurs. RFM, la presse du jour. Préparez sereinement la Tabaski avec NCA Bank. Un prêt au taux exceptionnel de 5,75% disponible en 48 heures. Rendez-vous dans l'une de nos 13 agences pour souscrire ou appelez-nous au 33 829 69 00. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank vous offre votre revue de presse. La revue de presse signée Georges Détié-Diop. Le feu couvre-t-il à Ndengler? En tous les cas, selon les Échos, les paysans de ce village disent être prêts à tout pour récupérer leurs terres. Le journal rapporte que le collectif des populations de Ndengler en charge de la lutte pour la restitution des terres attribuées à la Sedima a marqué hier son opposition aux déclarations de Babacar Ngom, son rejet de la solution proposée par le ministre de l'Intérieur. Les paysans ont surtout annoncé leur décision d'aller cultiver leurs champs dès ce lundi, quoi que cela leur coûte. Ainsi, mon confrère fait état d'un lundi de tous les dangers à Ndengler. L'AS conclut qu'Alingui propose, Ndengler s'oppose. L'AS qui évoque par ailleurs un autre litige foncier, mais cette fois-ci dans la commune de Nguyen. 100 hectares attribués à une multinationale espagnole, Produmel. Le site constitue, selon les habitants, une zone de pâturage vitale pour les populations en général et les éleveurs en particulier. Source A, pendant ce temps, s'arrête sur ce qu'il appelle la boulimie foncière du député maire de Keur Sambakan, Khalil Ibrahima Fall, qui pèserait 121 514 mètres carrés. À Yen, 100 485 mètres carrés. À Cambérène, il s'est adjugé 17 961 mètres carrés. Et à Pékin, 2 818 mètres carrés à distraire du titre foncier numéro 50 DP, derrière le cimetière. Un coup d'œil dans les Échos. Il est question de la vente de Eden Rock de Bibo Bourgi. Une vente aux enchères selon le directeur des domaines qui en a fait la révélation. Selon le journal, il s'agit de 8 appartements dont un duplex qui seront mis en vente avec comme prix de départ fixé à 650 millions de francs CFA l'unité par le cadastre. Et l'État espère encaisser plus de 5 milliards de francs CFA dans ces transactions. 20 milliards de francs CFA, c'est ce que Abbas Jaber a empoché suite à la liquidation de la société ferroviaire Transrail. C'est ce que révèle en tous les cas Tribune, pour qui l'affaire risque de faire grand bruit. Selon le journal, l'homme d'affaires est arrivé à Dakar à la date du 12 mars dernier en compagnie de Robert Bourgi pour encaisser l'argent. C'était au moment où le Sénégal s'activait à la recherche de moyens pour mener le combat
contre la Covid-19. La riposte et la prise en charge du coronavirus. Justement, l'observateur qui fait le point sur les milliards dépensés affirme qu'elle coûte cher à l'État du Sénégal. Selon l'Obs, à la date du 15 juillet 2020, 444,544 milliards de francs CFA ont été effectivement dépensés sur 1000 milliards qui constituent le trésor de guerre du programme de résilience économique et sociale. Le journal indique que sur les 444,54 milliards dépensés, la plus importante part est revenue au pilier 3 du PRES relatif à la sauvegarde de la stabilité macroéconomique et financière pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois. Toujours dans l'Observateur, l'affaire Batiplus. Le journal apprend que le doyen des juges vient de lancer la traque de tous les biens et actions concernant les personnes visées suite à une plainte de la famille Farez, propriétaire des sociétés Batiplus, Batimat, Kiren contre Rachel Sleilati pour détournement de 2,8 milliards de francs CFA. Et toutes les banques viennent d'être saisies suite à une délégation judiciaire de la section de recherche de la gendarmerie de Koloban. À la une du journal Le Soleil, des éclairages de Alioune Fall sur la déclaration de patrimoine du président de la République. Dans un entretien accordé au quotidien gouvernemental, le conseiller du président confie que Macky Sall et les ministres ne sont pas soumis au même régime. Alioune Fall précise que le président, s'étant déjà soumis à cette déclaration en 2012, n'est pas tenu de la renouveler puisqu'il n'y a pas eu en 2019 de rupture dans sa mission. Il ajoute que les ministres du gouvernement qui ont rempilé n'ont pas à faire une nouvelle déclaration. Un ancien ministre mis en cause par l'IGE dans une sombre affaire de conflit d'intérêts alors qu'il était à la tête du département de l'environnement, Ali Haïdar, actuel directeur général de l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Libération révèle qu'un virement de 150 millions de francs CFA à l'Océanium qu'il dirigeait avant d'entrer dans le gouvernement a intrigué les vérificateurs. Ces explications n'ont pas convaincu l'IGE qui doute même de l'exécution de la prestation évoquée pour justifier cette opération financière. Les échos de l'Assemblée générale de la Chambre des notaires. C'est dans Enquête. Le journal rapporte que l'AG de samedi s'est tenu entre coups bas, accusation, contre-accusation et incident. Et au final, la Chambre des notaires a débarqué sa désormais ex-présidente, Maître Aïssatou Sow Badiane. Selon mon confrère, l'introduction de la retraite dans le nouveau statut a divisé les notaires. Pendant ce temps, là s'arrête sur la famille judiciaire qui traverse une crise multiforme. En effet, le journal note qu'outre la grève du site juste et la procédure intentée contre Maître El Hadj Ayaboun Malik Diop, magistrats et greffiers se crêpent le chignon. L'Union nationale des travailleurs de la justice entre dans la danse et prend la défense du secrétaire général du site juste. En réalité, souligne l'AS, les fonds communs, paraît-il, constituent le soubassement de ce malaise. Cette bonne opération de la police à Touba, à la une des journaux Le Quotidien et Vox Populi. Une grosse saisie d'armes à feu au quartier Madiana. Selon Le Quotidien qui fait état d'un important arsenal composé de 110 armes à feu et plus de 800 munitions. Vox Populi détaille que dans le lot, il y a 18 PA, 71 fusils, 21 pistolets artisanaux, 807 munitions, 98 munitions de guerre, 16 chargeurs entre autres. Les deux journaux informent que le trafiquant, âgé d'environ 65 ans, est placé en garde à vue. Sport pour terminer, Ismaïla Sarr, vedette du jour des quotidiens Record et Stade. Selon les deux journaux, Liverpool voudrait l'avoir dans son effectif. Mais ce n'est pas que Liverpool. Manchester City est également intéressé par le Sénégalais. Titre de Record, Ismaïla Sarr séduit United et Liverpool. Pour Stade, Ismaïla Sarr est au cœur du derby d'Angleterre. À vos kiosques et bonne lecture. Préparez sereinement la Tabaski avec NCA Bank. Un prêt au taux exceptionnel de 5,75% disponible en 48 heures. Rendez-vous dans l'une de nos 13 agences pour souscrire ou appelez-nous au 33 829 69 00. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank vous a offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? À 12h40, venons-en maintenant à notre rendez-vous quotidien avec nos deux invités du jour sur un sujet d'actualité. Point de vue aujourd'hui sur les nombreux litiges fonciers qui se révèlent à la suite de l'affaire Sedima Ndengler Ngilach. Pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec Madame Mariam Sow, présidente du conseil d'administration du réseau international d'Enda Tiers-Monde. Madame Sow, bonjour. Bonjour Suleiman. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes également avec M. Ibrahim Agnan, membre du conseil d'administration du Forum civil, expert en décentralisation et gouvernance foncière. M. Agnan, bonjour.
Bonjour Suleiman. D'abord, Mariam Sow, alors on l'a vu à la suite de l'affaire des terres de Ndengler et Djilakh, opposant donc la Sedima aux habitants de ces deux villages. Nous avons entendu ces dernières heures parler d'autres litiges fonciers, notamment à Nguyen, Kersambakan et j'en passe. Est-ce que c'est la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire une sorte de lame de fond qui va grossir et peut-être générer quelque chose d'assez révolutionnaire, ou c'est simplement un cycle qui se renouvelle après qu'on a parlé il y a quelques années de Fanaï, avant cela des terres de Mban, etc. Quelle est votre analyse de cette recrudescence des problèmes fonciers ces dernières semaines, ces derniers jours? Bon, vous savez, Suleiman, moi, quand même, je crois même que je m'attends au pire. Cette boulimie foncière, on savait très bien que ça allait venir. On a crié halte à ce phénomène depuis Fanaï, Ouassadou, où on a découvert un titre foncier de 80 ans, où des populations habitaient déjà sans savoir attribuées à des étrangers. Mban, aujourd'hui même où je vous parle, il y a des éleveurs qui crient sur un pont qui a été établi par Mimran, où les gens sont obligés de faire un détour de 15 km pour accéder où leurs animaux et les personnes elles-mêmes. Donc, ce qui s'est passé tout récemment ne me surprend pas. Je m'attends au pire. Et qu'est-ce que vous appelez le pire? On va vers quoi, d'après vous? On va vers des situations, si on ne finalise pas la réforme foncière qui a été travaillée avec la société civile et la commission, si on ne finalise pas ça, et où les populations ont activement participé, et si on pense qu'on peut réformer entre les quatre murs, on se trompe. Les populations vont toujours continuer à décrier parce qu'il y a des gens où c'est leurs terres de culture qui sont bafouées, ou bien c'est leurs zones de pâturage et de parcours de bétail qui sont... Parce que la zone Mbour-Thiès, c'est habité aussi par des éleveurs, c'est habité par des agriculteurs. Et si on pense qu'on peut tout urbaniser et laisser les populations en rade, ça ne peut pas aller. Donc les gens vont continuer à se régler, à se révéler, à parler, et ils vont continuer aussi à décrire. Et si on ne les écoute pas, je crois que Fanaï est là. Donc il faut qu'on fasse attention. À Fanaï, où il y avait eu mort d'homme à la suite d'affrontements lors d'un conseil rural. Exactement. Il faut respecter ces populations qui vivent dans leur terroir. Il faut qu'on les respecte. L'argent n'est pas le dominant. Tout à l'heure, nous reviendrons avec vous sur les pistes de solutions à la lumière, justement, des bons offices, de la médiation, quoique ratée, de certains membres du gouvernement dans le cadre de Ndengler. Mais avant cela, je voudrais introduire Ibrahim Agnan sur la question de la responsabilité des collectivités territoriales. À l'époque, les conseils ruraux qui sont en vertu de la communalisation universelle devenus des conseils municipaux. Quel est le rôle de ces, très rapidement, de ces collectivités territoriales et surtout leur responsabilité dans ce qui se passe actuellement? Merci Suleiman. Dans un premier temps, permettez-moi donc de véritablement réconforter l'ensemble de ces victimes de spéculation foncière au niveau du Sénégal, d'accaparement foncier à grande échelle, mais également l'ensemble de ces victimes sur le foncier, soit de la part de l'État, de ses collectivités territoriales ou bien de ses investisseurs. Vous savez, en matière donc, de gouvernance foncière au Sénégal, c'est une compétence transférée depuis 1996 avec la loi 96-02. La première décentralisation, enfin la deuxième. Le foncier est géré au Sénégal par l'État, qui a donné ça à ses collectivités territoriales sous forme de compétences transférées. Maintenant, il revient à ces collectivités territoriales de pouvoir faire des affectations, des désaffectations et des réaffectations.
suivant également des règles bien précises au niveau du Code général des collectivités territoriales. L'ensemble de ces cas qu'on voit, c'est de la responsabilité, bien évidemment, de ces collectivités territoriales qui, la plupart, avant d'affecter des terres, ne procèdent pas à des audiences publiques. Alors que la loi leur demande de procéder à des audiences publiques avant même d'affecter des terres ou même de désaffecter ou de réaffecter des terres. Parce que ces terres qu'on réaffecte sont une partie du domaine national. Et ces collectivités territoriales ne peuvent affecter que le domaine national. Pour moi, il faudrait véritablement que l'État aille dans le sens de revoir véritablement ces formes d'affectation au niveau du foncier au Sénégal. En quoi faisant? Maintenant, il va falloir, dans un premier temps, régler le problème de cette réforme foncière. Régler également les lacunes qu'il y a dans l'arsenal juridique foncier au Sénégal. Nous avons une loi sur le domaine national qui est très vieille, la loi 64-46. Nous avons le Code du domaine de l'État de 1976 également, qui attribue à l'État des prérogatives exorbitantes, parce que l'État a la possibilité véritablement d'affecter une partie du domaine national dans son domaine privé. Mais également, il va falloir revoir cette loi d'orientation agro-silvopastorale de 2004 dont le décret d'application tarde à venir. Et l'ensemble de ces révisions, de ces lois-là, nous permettront véritablement d'aller à un code foncier au Sénégal. Parce que nous n'avons pas de code foncier. Et si nous avons un code foncier, ça permettrait peut-être de résoudre la situation. Permettez-moi également de dire que les conclusions issues de la réforme foncière ne doivent pas être classées par le président de la République. Il y a des sommités qui ont passé énormément de temps pour véritablement réfléchir sur ces réformes foncières. C'est vrai que tout n'est pas bon dans ces réformes, mais tout n'est pas mauvais. Il va falloir maintenant faire un tri pour véritablement perfectionner les conclusions de cette réforme foncière. Très rapidement, malheureusement. Rapidement. Mais aussi, il faut véritablement associer les populations, que ce soit dans les consultations pour la réforme foncière, que ce soit dans les modalités d'affectation ou de désaffectation et également de réaffectation des terres du domaine national. Alors, il nous reste 2 minutes très rapidement pour parler justement des voies et moyens de régler ce problème. Nous avons évoqué les conclusions de la réforme, l'implication des populations, plus de responsabilité de la part des autorités. Vous avez vu que dans le cas de Ndengler, Mme Mariam Sow, il y a eu une tentative de médiation de membres du gouvernement qui a fait long feu. Et les populations rejettent les propositions qui ont été faites par la Sedima via le ministre de l'Intérieur. Alors, est-ce que vous pensez que la solution viendra de médiation? Si oui, qui doit mener cette médiation à bien, d'après vous? Pour moi, je crois d'abord il faut comprendre ces populations qui vivent dans leur terroir et voir aussi leurs priorités. Et puis, ce n'est pas les populations actuelles, mais aussi c'est les générations futures. La boulimie foncière future encore est plus dangereuse. Donc, le problème est à réfléchir et à proposer. Pour moi, il faut des gens civils, des gens neutres, qui peuvent aussi aller essayer de faire la médiation. Parce que déjà, si on regarde tout ce qui a été dit, la manière, et on accuse toujours les collectivités locales, je suis d'accord, la délibération, c'est les collectivités locales, mais quand même, il y a la validation par l'État. Aucune délibération ne sort sans l'avis, l'approbation du sous-préfet ou du préfet. Donc, je crois que les deux parties sont condamnables. Mais aussi l'administration de l'État. Donc, il faut des éléments neutres, des justes neutres, des membres de la société civile, des gens qui sont là et qui regardent la situation de près. Parce que déjà, le monsieur là qui a négocié en douce jusqu'à avoir son titre foncier a des complices à l'intérieur du processus. Vous pensez que les responsabilités doivent être déterminées dans la chaîne de commandement et éventuellement des sanctions doivent être prises? Mais bien sûr. Malheureusement, oui, il y a un petit problème de réception. Nous vous retrouverons, Madame Mariam Sow, dans notre édition en Wolof. Vraiment 30 secondes à vous, Ibrahim Magnan. Qu'est-ce que vous pensez des efforts qui sont faits actuellement pour sortir de l'impasse? Quelles sont très rapidement vos propositions? C'est des efforts à saluer. Moi, je pense qu'on peut bel et bien trouver une solution à cette crise.
Mais pour trouver une solution à cette crise, il va falloir véritablement dialoguer franchement autour d'une table. Il va falloir que les acteurs de Ndengler soient présents. Il va falloir que Babacar Ngom soit présent. Il va falloir également que l'État soit présent et que ces discussions, ces négociations se fassent sans parti pris. Mais il va falloir également que les acteurs de la société civile qui suivaient ce processus depuis longtemps puissent également être associés à cette réconciliation. Moi, je pense qu'il va véritablement falloir qu'on mette tout autour d'une table et qu'on puisse trouver des solutions et aller de l'avant. La société civile qui participait aux consultations sur la réforme foncière dans le cadre notamment du CRAFS, le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. Nous vous retrouverons dans notre édition en Wolof qui sera présentée à 13h par Pape Ngagne Ndiaye. Je vous remercie d'avoir écouté l'édition de midi sur la RFM. Merci à tous qui m'ont aidé à préparer, à vous présenter ce journal. Tout de suite,